Aujourd'hui, donc là, on signe la fin du... voilà. On signe la fin de la partie automate et on va parler là aujourd'hui de grammaire. Alors plus sous les aspects système de réécriture, on va voir, transformation, et on va reparler de notions d'ambiguïté qui correspondent plus ou moins à la notion de non-déterminisme en automate. Voilà. Donc, un petit rappel, tout a commencé il y a 500 000 ans, et puis ça s'est très vite accéléré avec les débuts de l'informatique, on va dire théorique. C'est des résultats sur la mécanisation du raisonnement mathématique. Donc, vous avez dû entendre parler de Gödel, par exemple. Alors, étonnamment, ce qu'on a vu, nous, sur les automates, c'est beaucoup de temps après. Et les automates, alors on n'a pas eu le temps, suite à la situation, de faire une sorte de cours introductif historique. Mais les automates, c'est une simplification de personnes qui réfléchissaient au départ sur l'équivalent un peu des réseaux de neurones. Voilà. Donc, ils voulaient le système le plus frustre, qui soit capable de représenter des calculs sur des symboles. Donc ça, c'était une vision opérationnelle de la chose. Et alors, depuis les années 50, on va dire, disons les années 60, il y a eu le développement des langages formels. Donc les langages formels, c'est le domaine de l'informatique théorique qui parle des automates, des grammaires qu'on va voir, du parsing, et donc de la modélisation de la langue naturelle et autres. Voilà. Donc c'est finalement assez proche, hein, c'est on va dire 60 ans, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, la notion de grammaire, alors on va parler de grammaire hors contexte, qui sont l'outil de base pour le parsing de langage de programmation. Donc, qui est l'application sur laquelle vous travaillez en BE. Donc, en français, on parle de grammaire algébrique. Alors, c'est quoi? On en a vu un peu un exemple. Donc, une grammaire, ça va être un système d'équations. Donc, on a ce qu'on appelle des noms terminaux. Donc, par convention, je les ai écrits avec des lettres majuscules. Donc, c'est des symboles. On peut les comparer aux états d'un automate. Et puis, ces symboles, il y a une définition. Et donc, on peut avoir plusieurs définitions. Donc, ici, on dit que D peut générer le mot vide, ou un mot qui commence par A, qui finit par B, et qui au milieu contient quelque chose qui est un D. Ou bien un D, ça peut être aussi deux mots générés par D, collés côte à côte. Donc ça représente quoi? Ça représente des mots dans lesquels il y a des groupes de A et de B. Et à chaque A, on peut toujours faire correspondre un seul B. Donc on va avoir autant de A que de B. Alors, est-ce que ça, c'est régulier? C'est un peu plus que régulier parce qu'on peut imaginer que A, c'est un signe de parenthèse ouvrante, B, un signe de parenthèse fermante. Et on voit que le langage, là, que je viens de définir, alors je donnerai plus exactement la définition de ce que c'est l'écriture. Ce langage qu'on vient de définir, c'est finalement le langage des expressions qui sont bien parenthésées. Et ça, on a vu que c'est l'exemple représentatif d'un langage non régulier. C'est un langage pour lequel il y a une infinité de résiduels. Donc, des noms terminaux, S, D, X, qui vont définir des langages, des ensembles de mots, et des symboles, petit a, petit b, qui sont des lettres d'un alphabet. Donc là, on a encore un outil pour générer des langages, des ensembles de mots, mais un outil qui semble déjà être plus général que celui des automates. Donc, les grammaires algébriques, en contexte, comme les automates, ça va être un outil
pour accepter, ou comme l'expression régulière, pour accepter et générer des mots. Voilà. Donc accepter, c'est quoi? Ben, est-ce que ça fait partie de l'ensemble des mots que je sais générer? Donc vous voyez que ces deux aspects d'un formalisme, ils sont toujours très proches. Alors là, ça va être basé sur la notion de dérivation. Donc la dérivation, c'est quoi? Il faut imaginer des jugements logiques. Donc à partir d'un D, je sais qu'un D peut se réécrire en A, D, B. On parle de production. Donc je vais me poser la question, est-ce que le mot A, A, B, A, B, B peut être généré à partir du symbole D? Alors D, ça va être la variable à partir de laquelle on part. On va parler d'un axiome. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce mot-là en partant d'un D? Ben, on peut appliquer les règles. Et donc, dans la grammaire qu'on a vue juste avant, je vous ai dit il y a 3 règles possibles. Alors, je vais sélectionner la règle qui est en bleu ici. Donc, en sélectionnant la règle qui est en bleu, je peux transformer le D, donc, qui est à gauche de la flèche, en ce qui est à droite. Donc, le D maintenant, je peux prendre le D, la variable qui se trouve dans ADB, et je peux décider d'appliquer une règle. Alors, quelle est la règle que je vais appliquer ici? Je peux appliquer ma première règle. Et donc, je vais substituer à D, DD. Alors ici, j'ai 2 variables. Je pourrais substituer D, le D de gauche ou le D de droite. Donc là, je vais décider de substituer le D de gauche en utilisant la deuxième règle. Et donc, ce D ici, il va me donner ce sous-mot qui est là. Okay. Donc, le A qui est à gauche, il reste là. Le DB qui est à droite reste là. Et je substitue à D ce qui est déclaré à droite de la règle de production. Alors maintenant, je peux utiliser la troisième règle que je n'ai pas encore utilisée, qui dit que dans mon langage, j'ai le mot vide. Okay. Donc, je me débarrasse d'une variable. Ici, j'en ai plus qu'une seule. Et ça, c'est la même chose que A, A, B. Dans ce D-là, je peux encore le changer. Donc, j'ai une séquence d'applications. Donc, ici, j'ai utilisé, si on les numérote, j'ai utilisé la règle 1, puis j'ai commencé par utiliser la règle 2, puis j'ai utilisé la règle 1 pour dupliquer, puis j'ai réutilisé la règle 2, puis j'ai utilisé la règle 3, ici, pour avoir un epsilon, j'ai réutilisé 2, et enfin 3. Donc cette séquence de réécriture, c'est ce qu'on appelle une dérivation. Et j'ai une dérivation qui part de mon axiome et qui me donne la cible, le mot que je voulais étudier. Donc je vais dire que le mot AAB, ABB est reconnu, est accepté, fait partie de ma grammaire. Alors c'est intéressant de tracer des liens avec ce qu'on a vu dans la première moitié du cours. Un automate, ça définit aussi un langage, okay, mais d'une manière opérationnelle finalement. C'est une machine. On regarde le caractère suivant et on a un état et on change l'état en regardant une table. Okay. L'équivalent des automates, dans le sens que ça représente exactement les mêmes langages, c'est les expressions régulières. Elle, c'est plus de manière déclarative. Donc déclaratif, c'est dans le même sens que les langages fonctionnels. Ça ne vous dit pas comment on calcule, ça vous donne une expression qui vous donne la forme du résultat. Okay. Les grammaires, elles, c'est un autre moyen de définir les langages qu'on va appeler inductif. C'est à partir d'un raisonnement. Alors, il y a un meilleur moyen de représenter
cette dérivation que... Alors, la manière dont je l'ai représenté, c'est que j'ai fait des sortes de parenthèses, là, des overlines, qui représentent le résultat de la réécriture. Donc, D, c'est réécrit en ça. Ce D-là, il serait écrit en DD. Ce D à gauche, il serait écrit. Donc, plutôt que d'utiliser cette annotation, on peut voir ça sous forme d'un arbre. Je suis parti de D. Ça m'a donné A, D, B. Et ça, c'est des constantes. Donc, ça ne sera jamais réécrit. Okay. Et le D qui est le milieu, il serait écrit en DD. Le D de gauche, il a été écrit comme ça, et lui comme ça. Donc déjà, avec un arbre, on perd un peu de séquentialité dans la dérivation. On voit bien que finalement, commencer par le D qui est à gauche ou le D qui est à droite, dans notre cas, ça ne fait pas de différence. Et alors, comment je lis le mot de la dérivation? Ben, c'est le mot qui est constitué par les symboles qui se trouvent dans les feuilles. Un peu laid, une espèce de W là. Donc je les ai projetés. Donc le mot qui correspond à cette dérivation, à cet arbre, c'est le mot des feuilles. Et donc c'est bien AA, B, A et B. Donc ça, c'était pour vous donner en gros un premier aperçu rapide de grammaire et de dérivation. Donc on va regarder maintenant la présentation formelle. Donc la présentation formelle, de la même manière que pour un automate, une grammaire, c'est un tuple. C'est un tuple qui ne contient pas juste des états et une table, et des états finaux. Ça contient des règles de production, donc un alphabet pour les symboles des constantes, mais aussi un alphabet, un ensemble de variables qui sont les noms terminaux. L'équivalent de l'état initial, bah, c'est l'axiome. Donc c'est une des variables, un des noms terminaux. Okay. Et enfin, qu'est-ce qui apparaît ici, à droite de la production? Ben, c'est un mot qui mélange des éléments de sigma et des éléments de V. Voilà. Donc, par exemple, on peut écrire AA, D, D, A, D. Alors ça, c'est pour les grammaires algébriques. On peut aussi définir des notions de grammaire contextuelle. Okay, donc elles ne sont pas hors contexte, elles sont contextuelles, celles-là. Donc au lieu d'écrire quelque chose de la forme D, c'est A, D, B, vous avez le droit d'écrire, par exemple, AD, ça va être DB. Vous avez le droit d'utiliser un mot à gauche et à droite dans une règle de production. Alors on verra qu'il y a un saut d'expressivité entre les grammaires qui sont à contexte et celles qui sont sans contexte. Il y a une notion de hiérarchie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dérivation? Donc, on a dit c'est un arbre. Alors, il y a plusieurs moyens de construire cet arbre-là. Donc, ça va être important pour certains résultats de la suite. Donc là, la manière la plus simple, on va dire, c'est de procéder de manière top-down, donc du haut vers le bas. Et leftmost, donc leftmost, ça veut dire qu'on va toujours s'intéresser à la variable qui est le plus à gauche. Donc je commence par D. Donc j'ai oublié de vous mettre ici le système. Donc D qui peut donner A, D, B, ça c'est ma première production. D qui peut donner 2 fois D, qui peut donner epsilon. Donc je pourrais, et je veux arriver à ce résultat-là. Donc pour arriver à ce résultat-là, on voit qu'il me faut une règle qui introduit un A au début. Okay.
Donc, ça pourrait être la règle 1 ou la règle 2. Si jamais je pars avec la règle 2, je vais arriver à un blocage. Donc, ça va être nécessairement la règle 1. Et donc, je remplace ma variable qui est le plus à gauche, c'est simple, j'en ai qu'une seule, par le membre droit, c'est lui. Donc, ça donne cette partie-là de l'arbre. Okay. Et maintenant, c'est quoi ma variable qui est le plus à gauche? C'est elle. Là, je décide d'utiliser la deuxième règle. Et alors que j'aurais pu commencer la dérivation par la droite, je vais commencer la dérivation par la variable qui est la plus à gauche, c'est elle, etc. Okay. Alors, on va voir que donc il y a une version leftmost et une version rightmost qui serait de partir à droite. Et alors, il y a un résultat intéressant qui est lié à l'ambiguïté, dont on va parler juste après. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous parle de ce type de réduction. Il y a un autre... Monsieur, j'ai une question sur la diapo précédente. Ouais. Comment on choisit quelle règle on utilise? Parce que en soi, on pourrait faire Alors, commencer par D donne epsilon et voilà, enfin. ça c'est aussi une dérivation possible. On peut faire A, D, B. Et puis, on pourrait faire A, A, D, B, B. OK, en réécrivant ça. Il reste mon D. Et là, j'ai deux A. Donc, je vais transformer ça en epsilon. Ça va me donner AA, BBD. D'accord? Là, j'ai qu'une seule variable, donc je pourrais continuer à faire des dérivations ici. Mais tu vois que si tu avais décidé de commencer ta dérivation par la règle 2, Ouais. tu n'as aucune chance de générer un mot qui commence par AABA. Si tu commences par la lettre, par la règle 2, tu vas toujours générer des choses de la forme A puissance n, B puissance n. D'accord. Donc, ce n'est pas interdit de... Donc, il y a un non-déterminisme dans le choix de la règle qu'on applique. Différentes dérivations vont me donner différents mots. Okay. C'est bien, le langage il ne va pas contenir qu'un seul mot. Maintenant, il n'y a rien qui me dit que deux dérivations différentes, qu'il n'existe pas deux dérivations différentes pour le même mot. Okay. Rien ne me dit que si on me donne le mot, j'ai un moyen déterministe. Je pourrais écrire un programme qui me répond, qui me donne une procédure automatique qui décide si le mot appartient à la grammaire ou pas. D'accord. Donc ça, c'est un ensemble de questions qu'on peut se poser sur une grammaire, de problèmes. Et là, on se pose donc la question de leur décidabilité. Est-ce que c'est faisable avec un ordinateur? Et donc ça, ces questions-là, je vais les rappeler par la suite. Mais pour pouvoir vous donner les résultats, j'ai besoin de ces notions-là de top-down, bottom-up, leftmost et rightmost. D'accord, merci. Ouais. C'est quoi bottom-up? Bottom-up, ça serait, en fait, je pars du mot et je veux aller jusqu'à l'axiome. Donc ça serait un autre moyen d'écrire des dérivations. Donc, les informaticiens, ils plantent toujours leur arbre à l'envers. Hein. L'axiome, c'est la racine. Donc, au lieu de partir de la racine et d'aller vers les feuilles, on peut décider de partir des feuilles et de remonter. Okay. Et là, je dis juste, je peux décider d'insérer un epsilon ici. Okay. Enfin, je peux décider qu'ici, c'est un epsilon et donc de transformer le epsilon en D. Donc, j'utilise cette règle-là à l'envers.
Et maintenant, je peux utiliser cette règle-là à l'envers. Je dis que ça, voilà, ça va donner ça. Et maintenant, je peux refaire la règle. Donc ça, c'était la règle que j'avais appelée 3. Ça, c'était 1. Et la règle 2, c'est... Donc ici, je peux réutiliser la règle 2. Et puis ici, je peux réutiliser la règle 1. Et donc, vous voyez, en fait, je fais le processus à l'envers. Okay. Donc, je peux aussi définir ce que c'est qu'une dérivation qui est bottom-up et rightmost. Okay. Alors, ce qui est marrant avec l'exemple que j'ai pris, avec les deux dérivations qui ont des mécanismes très différents, ben, je vais obtenir le même arbre. Okay. Donc, quand je prends mon arbre qui est ici et que je le flippe, j'ai exactement le même. Alors là, ça pose une autre question. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc, on va voir que ça sera le cas dans le cas de grammaires qui sont non ambiguës, dans lequel, en gros, il n'existe qu'une seule dérivation possible pour chaque mot accepté. Alors, donc on a passé beaucoup de temps à parler d'automates. Finalement, c'est quoi le lien? Bah, on a vu qu'on pouvait toujours réécrire un automate. Ça, c'est un peu la forme qu'on utilise dans le lemme d'Ardennes. On peut toujours prendre un automate et le transformer en un système de réécriture. Donc, je vais associer un axiome à mon état initial. Je vais associer des noms terminaux à chacun des états. Et finalement, l'automate, il me dit quoi? Il me dit, bah, en partant de x0, donc l'axiome, le générateur du langage qui m'intéresse, si je lis un 0, c'est suivi par un mot accepté par x0. Si je lis un 1, eh ben c'est un 1 suivi de x1. Et là, vous voyez que ce qu'on a, c'est bien des règles de la forme une variable, donc un nom terminal donne un mot. Okay. Sauf que c'est des mots particuliers, c'est des mots qui commencent par un symbole et qui sont suivis par un nom terminal. Donc un automate, un langage régulier, ben, ça semble correspondre exactement aux systèmes qui sont générés par des productions qui ont cette forme-là. Donc on va appeler ça récursif à droite. Et un cas spécial qui est qu'on peut aussi accepter le mot vide, la production X donne lambda. Et donc, vu comme ça, ben, un automate, c'est clairement un sous-ensemble de grammaire. Une autre chose intéressante, c'est que finalement, si on regarde les dérivations de ce genre de grammaire, ce qu'on obtient, c'est des peignes. Alors un peigne, voilà, un peigne, c'est comme ça. Donc c'est un arbre qui a cette forme-là, quoi. Et donc les automates, ça serait quelque chose qui correspondrait à des arbres de dérivation dégénérés. Donc ça nous donne l'intuition que bah, automate, langage régulier, c'est inclus dans grammaire et que certainement c'est différent. Donc on en a parlé juste un peu avant à travers la question d'un de vos collègues. Donc, c'est quoi les questions qui se posent naturellement une fois qu'on a vu ça? D'abord, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un cours sur les grammaires? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier?
C'est quoi la puissance d'expressivité? Alors les automates, c'est joli, on a vu qu'il y avait ce triptyque, à chaque fois je vous fais le même schéma. Il y a, il y a trois concepts différents. Il y a automate, langage et expression régulière. Et ils sont équivalents entre eux. Alors, ça serait quoi l'équivalent d'expression régulière pour les grammaires? euh, Finalement, c'est pas très clair. Est-ce que c'est toujours possible de vérifier, donc de répondre affirmativement oui ou non à la question est-ce que tel mot est dans la grammaire? On nous donne un mot. Donc pour les automates, c'est un processus assez simple qui est linéaire. On parcourt le mot de gauche à droite. Pour les grammaires, ça a l'air plus compliqué parce que vous avez vu, il faut choisir quelle variable. Et quand on a choisi la variable, il faut choisir quelle règle. Et, il peut y avoir des boucles. Donc, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on y arrive toujours? Bon, on a une grammaire, c'est un objet qui fait des langages, mais est-ce qu'il y a l'équivalent des automates? Donc une machine qui accepte les mots. Donc ça sera l'objet du cours suivant. On verra que c'est une augmentation des automates qui s'appelle les automates à pile, une extension. Alors, on n'a pas encore vu d'exemple d'ambiguïté, mais donc il y a ce choix non déterministe qu'on fait un moment sur l'application des règles. Est-ce qu'il y a des grammaires qui sont ambiguës? Est-ce qu'il y a des langages qui sont ambigus? Et si on a de l'ambiguïté, est-ce qu'on peut la retirer? Et puis, une autre question, j'ai deux grammaires. J'ai l'impression qu'elles génèrent le même langage. Est-ce que j'ai une procédure pour vérifier l'égalité? Donc ça, sur les automates, on avait vu qu'il y avait une procédure qui est assez simple. Les deux automates, je veux savoir s'ils sont égaux. Et finalement, je les déterminise, je les minimise. Okay. Et quand ils sont déterminisés et minimisés, eh ben il suffit de vérifier que c'est exactement le même automate, puisque le minimum déterministe, il est unique. Alors bien sûr, ça prend des exponentielles à chaque fois, mais c'est une procédure que vous pourriez même implanter. C'est assez facile à programmer, c'est assez simple. Est-ce qu'on a l'équivalent pour les grammaires? Et la réponse à ces questions, on va voir, elle est assez intéressante. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut reconnaître si des mots appartiennent à des grammaires? Okay. Donc, l'application, tout compilateur commence par une phase qui est d'accepter du texte, donc des séquences de symboles, écrits en ASCII ou en Unicode, qui va transformer. Alors, vous faites d'ailleurs le cours avec les métamodèles là, d'ingénierie dirigée par les modèles, où vous avez dû voir un cours de compilation. Ce texte-là, il est transformé sous forme de symboles, sous forme d'arbres. Okay, on parle d'arbres de syntaxe abstraite. Et alors, la théorie qui permet de décrire ce processus-là, c'est la théorie des langages formels. Donc, la grammaire, ça va être l'outil qui va permettre de décrire quelle est la syntaxe acceptée pour les langages et comment je transforme un mot dans cette syntaxe en un arbre. Okay. Donc ici, on a AST, Abstract Syntax Tree, et ici, on a un fichier textuel, .c, .ml. Alors, la même théorie, en fait, elle tient ses sources aussi de personnes qui ont essayé de parser le langage naturel. Donc, il y a eu une longue période où l'être humain pensait que le langage pouvait être totalement automatisé. Mais
Mais alors, la langue naturelle est plus riche, plus compliquée, et plus ambiguë aussi que le langage informatique. Donc, je vous passe les exemples. Alors, où est-ce qu'on retrouve des grammaires? En fait, dès que vous avez la description d'un langage, vous avez ces sortes de notations. Okay. Donc ça s'appelle aussi une grammaire. Donc là, je vous l'ai donné en forme normale de Bacchus. Donc le B, c'est Bacchus. Okay. Ben ça se lit exactement comme une grammaire qui dit un D, c'est un nombre, hein, c'est un chiffre, un digit. D, ça peut être 1, D, ça peut être 2, D, ça peut être 9. Et un digit, pardon, un D, c'est un nombre, c'est un chiffre non nul. Un digit, ça peut être un 0 ou un nombre non nul. Et un int, c'est un D suivi d'un digit. Alors, étoile, mais en fait, on aurait pu rajouter 3 règles. Alors, comment on peut faire ça? Excusez-moi. Comment on peut remplacer cette étoile-là? On peut dire qu'un int, nécessairement, il commence par un D et il va être suivi par un J. Et un J, ça peut être un... Désolé, PowerPoint n'est pas très très bon avec les... Donc on peut dire qu'un int, ça commence forcément par un D, et puis ça va être suivi par un chiffre, C, et un chiffre, ça peut être vide, donc un entier c'est juste par exemple 1, 2, 3. Ça peut être un digit, suivi par un C. Et ça suffit. Voilà. Donc ça, c'est la même chose que DD. Donc là, on a une utilisation de quelque chose qui ressemble à une expression régulière, mais qui est en fait un sucre syntaxique. Alors, autre exemple représentatif de ce qu'on fait en informatique, le langage des expressions arithmétiques. Donc, une expression arithmétique, c'est des plus ou des fois d'expressions. On peut avoir des parenthèses, ou on peut avoir un nombre. Et donc, le n ici, c'est l'équivalent d'un int, un num. Donc, pareil, ici, je peux voir ça comme une grammaire. Un E, ça peut me donner E. Donc, plus ici, c'est un mot de mon alphabet. C'est un symbole de mon alphabet, pardon. C'est une constante. La parenthèse, c'est une autre constante. Et puis ici, on aurait pu mettre soit un nom terminal avec la suite de la grammaire pour les entiers, ou on peut considérer les nombres comme des constantes. Mais partons de cette grammaire et on va retomber sur un problème qui est classique, que vous avez dû rencontrer depuis le collège, qui est comment on interprète une expression.
On va sauter ça parce qu'on a pris un peu de temps. Oui. Bon, excusez-moi. Je pensais qu'il y avait la réponse à ça juste après. Oui, donc la question, on l'aura un peu plus tard, c'est comment est-ce que on doit... Quel est l'ordre de dérivation qui correspond à cette expression 1 plus 2 fois 3. Vous avez appris au collège que, en gros, la multiplication a une priorité sur le plus. Okay, donc, il faut le comprendre de cette manière-là. Mais on voit qu'il n'y a rien qui m'empêche de faire une dérivation qui commence en disant que mon expression, c'est un plus de deux expressions. Voilà. Et donc, là, on dira que cette grammaire-là est ambiguë. Alors, on va accélérer un peu. Donc, pour dire quoi? Donc, dans un compilateur, je pense que vous allez construire dans le BE un petit outil qui va parser. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette année, si c'est un petit langage genre JSON ou un système avec une calculatrice. Mais en gros, on commence par transformer le texte en éléments lexicaux qu'on appelle des tokens. Okay. Donc, il y a des outils qui existent, par exemple Lex. Dans le monde Camel, il y a un Camel Lex. Et puis après, des outils de génération grammaticale. Donc, il y a Bison. Historiquement, c'est Yak. Et il y a aussi un Camel Yak. Il y a des choses comme JavaCC. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, quand vous prenez un programme, vous avez finalement une chaîne de caractères qui peut contenir des espaces et des retours chariot. Donc, le retour chariot, ici, il n'est pas visible parce que c'est un caractère qui ressemble à un espace, mais il faut imaginer que c'est... donc, on a un fichier qui contient F, puis U, puis N, puis espace, ici retour chariot, jusqu'à End of file. Okay. Donc, c'est une chaîne, c'est un mot. Et donc, la première chose qu'on peut faire, c'est essayer de classifier et de transformer les mots en tokens. Donc, une première étape qu'on fait avant l'examen grammatical, c'est de découper cette chaîne en morceaux. Et là, on va reconnaître une chaîne de caractères séparée par des espaces. Et cette chaîne de caractères, elle a un sens particulier pour le langage. C'est un mot-clé. Donc, au lieu d'avoir FUNC, on aura un token. On aura un symbole qui est le keyword func. Et member, c'est une chaîne de caractères, mais ce n'est pas un des mots-clés. Donc, elle sera représentée par un seul token, une seule constante, qui sera identifiant. Et donc, vu par le compilateur, on voit qu'on a une suite d'un mot-clé, d'un identifiant, puis de quelque chose entre parenthèses qui est un identifiant avec un type. Okay. Et pour construire l'arbre de syntaxe abstraite, le nom précis de l'identifiant, on ne va pas en avoir besoin jusqu'aux étapes où on va s'intéresser par exemple au typage ou à la génération de code. Pour reconnaître si le programme est correct syntaxiquement, on a juste besoin de savoir que c'est un identifiant. Donc la grammaire, elle ne va pas prendre cette chaîne de caractères-là, elle va prendre une séquence de tokens.
Et donc, on va avoir quelque chose pour les fonctions qui va dire un programme, ça peut être le keyword func suivi d'un identifiant, suivi d'une parenthèse, suivi d'un bloc. Et donc, c'est ça que vous exprimez quand vous voyez des grammaires sous forme BNF. Ça, on va le passer. Alors, oui, juste pour intéresser les gens en images, on ne fait pas juste de la compilation de langage. Les grammaires, ça sert à, donc pas forcément à accepter des programmes, mais aussi à générer des images, des modèles. Donc voilà une application que j'ai trouvée. Vous pouvez aller voir l'article de ce monsieur, c'est très joli. C'est comment on fait pour générer des scènes réalistes dans un jeu virtuel, un monde virtuel. Bah, par exemple, vous pouvez dire, voilà, cet immeuble, il est constitué par quelque chose qui a un rez-de-chaussée, un dernier étage, okay, et entre les deux, une concaténation, une étoile, d'étages intermédiaires. Et un étage intermédiaire, c'est quoi? Bah, c'est un mot qui contient un coin d'immeuble, dérangé et un coin. Et vous voyez qu'en écrivant des règles de production, comme des grammaires, bah, vous pouvez générer comme ça des ensembles de mots, donc de modèles 3D, dans ce cas-là, qui sont réalistes, dans le sens où vous n'aurez jamais un rez-de-chaussée, vous avez une contrainte qui n'aura jamais de rez-de-chaussée en haut. Vous êtes sûr que c'est vrai. Mais par contre, vous pouvez en générer un grand nombre de manière assez simple. Donc, bon, ça, c'est pour vous donner des applications en dehors du simple monde de la compilation. Donc, on va revenir aux grammaires. Donc, un tuple, mes constantes, mes noms terminaux, mes règles de production, donc x donne alpha, et un axiome S, donc S il est dans V. Alors un peu de notation, bah, on avait vu qu'on avait par exemple une grammaire, la grammaire qu'on a vue tout à l'heure. Dans les productions, on a cette flèche-là. Alors, on voit qu'on pourrait s'amuser, par exemple, à substituer. Donc, en substituant, on pourrait avoir une sorte de dérivation partielle qui dit qu'avec un D, je peux définir AA, D, BB. Donc là, j'ai encore quelque chose qui est la forme d'une production. C'est encore une variable donne un mot sur sigma union V étoile. Mais ce n'est pas une dérivation en un coup, c'est par substitution de plusieurs règles. Donc ça s'appelle une dérivation partielle. Et une dérivation qui commence par un axiome, ça s'appelle une sentence. Donc ça, c'est... je prends une règle x donne alpha, où alpha est cette forme-là. Je remplace le x par la partie droite dans une production. Ça va me donner x donne alpha 1, gamma alpha 2. C'est ça. Et puis on peut continuer à faire ces substitutions. Donc on prend la clôture transitive. Et bien là, ça va me donner
tous les mots possibles, okay, enchaînant et en substituant, générables depuis l'axiome. Alors, c'est quoi le langage? Une fois qu'on a cette notation, finalement, c'est l'ensemble de ces productions dépliées dans lequel le résultat ici ne contient pas de variable. Okay. Donc, par définition, l'axiome, on a une règle qui, à partir de l'axiome, génère des mots gamma qui sont dans l'union des noms terminaux et des symboles. Et dans le cas où ce gamma ne contient pas de variable, de noms terminaux, donc c'est un mot W, et ben ça, on va dire que ça, c'est un mot qui appartient à la grammaire. Alors, les arbres, on les a vus rapidement. Donc, ça va être quoi de manière formelle un arbre de dérivation? Ben, c'est un arbre dans lequel on commence par l'axiome. Okay. Et dont les successeurs, ben, c'est l'ensemble des symboles, terminaux ou non terminaux, qui apparaissent à droite de l'application de la règle. C'est ça, X. On va prendre un exemple avec... pardon. On va prendre un exemple avec cette grammaire. Okay. Donc cette grammaire, alors ici elle est écrite en forme BNF. On a vu elle a 4 règles. On va appeler ça 1, 2, 3 et 4. Je vais faire une dérivation pour ce mot. Pardon. Pour le mot 1 plus 2 fois 3. Okay. Donc ici, c'est quoi sigma? Sigma, ça contient tous les nombres. Ça contient plus fois... C'est quoi V? V, ça contient juste E. J'ai qu'un seul nom terminal. Et c'est quoi mon axiome? Ben, c'est E. Donc je cherche une dérivation depuis E jusqu'au mot 1 plus 2 fois 3. Donc ma dérivation, elle part de l'axiome comme racine. Là, je vais utiliser... donc j'ai un mot qui contient uniquement une variable. Je peux le remplacer par n'importe quel des membres droits dans la règle 1, 2, 3 ou 4. Donc je vais choisir de faire la règle 1, donc de m'intéresser en gros à ce plus-là. Okay. Donc en appliquant la règle 1, j'obtiens ça. Et maintenant, si je fais de la manière leftmost, ben, je m'intéresse à la variable qui est la plus à gauche dans mon arbre, dans les racines, c'est L. Ben, je peux décider d'utiliser la règle 4 qui me parle. La règle 4 qui me transforme une variable en nombre. Donc, je transforme en 1. Donc maintenant, je me retrouve avec un arbre que j'ai entouré là, qui a toujours une variable, qui est une feuille. Et celle-là, il faut qu'elle matche 2 fois 3. Donc je peux décider d'utiliser la règle 2. Donc ça va me donner ça. Okay.
Donc maintenant, je me retrouve avec un arbre qui a deux feuilles qui sont des variables. Et la plus à gauche, c'est celle-là. Donc je vais essayer de faire celle-là. Et ça va me donner, par exemple, 2. Celle-là, 3. Donc là, j'ai bien une dérivation. Okay. Et si je regarde mon arbre syntaxique, ben, ça me dit en gros, c'est un plus, un 1, donc si je faisais un évaluateur qui part de l'arbre et qui calcule la valeur du fils gauche et du fils droit, ben, la valeur de 2 fois 3, c'est 6, la valeur de 1, c'est 1, donc ça me donnerait 7. La valeur de 2, c'est 3. Donc cet arbre de dérivation-là, ben, il correspond à la valeur 7. Maintenant, quand je fais mon arbre de dérivation top-down, leftmost, ben, il n'y a rien qui m'empêche de commencer par la règle 2. Et si je commence par la règle 2, okay, je vois que l'étoile, ça va être lui. Donc ici, en gros, ça va tenter de matcher 1 plus 2, et ici, ça va tenter de matcher 3. Okay. Donc là, ça me donne un nouvel arbre de dérivation. Qui a cette forme-là. Et si on essaye d'évaluer, bah, la valeur de ce nœud-là, c'est 1 plus 2, c'est 3. Et là, je vais trouver 9. Bon, c'est une preuve que les deux arbres sont différents, parce qu'ils s'évaluent. Donc ici, la partie évaluation, elle ne fait pas partie de la grammaire. Mais, donc, soit on a un arbre avec un plus qui est à la racine, soit on a un arbre avec une étoile. Et donc ça nous donne un exemple de mot qui contient plusieurs dérivations possibles, auxquelles on peut faire correspondre différents arbres. Donc là, on va dire que les dérivations sont ambiguës. Et une grammaire dans laquelle il existe un mot pour lequel il y a plusieurs dérivations, elle va être dite ambiguë. Et donc là, c'est pas le langage, donc c'est pas le langage des expressions arithmétiques qui est ambigu, c'est la grammaire qui est ambiguë. Okay. Donc la grammaire est ambiguë parce que j'ai un exemple de mot, j'ai un témoin là, pour lequel je peux avoir deux arbres d'inférence qui sont différents. Voilà. C'est notre définition d'ambigu. Et donc on voit que c'est finalement, c'est ça le vrai parallèle avec le non-déterminisme, c'est ma grammaire est ambiguë, donc j'ai deux moyens d'interpréter le même mot. Alors dans le cas général, si on a une grammaire G et qu'on regarde son langage, okay, il se peut très bien que la grammaire soit ambiguë, mais qu'il existe une autre grammaire, G', qui elle soit non ambiguë, mais qui donne le même langage. Alors, ce qu'on voudra essayer de faire, bah, c'est de trouver un moyen pour prendre une grammaire ambiguë et la désambiguer. Et ça, c'est un des problèmes qu'on verra en TP. Il y a des méthodes pour faire ça. Mais en fait, il existe aussi des langages qui sont ambigus, c'est-à-dire qu'il existe des langages pour lesquels aucune des grammaires hors contexte qui l'accepte, qui le représente, ne peut être ambiguë. Pardon, ne peut être non ambiguë. Donc, ce n'est pas toujours très simple à comprendre. Pour un langage hors contexte, vous pouvez avoir deux grammaires, une qui est non ambiguë, l'autre qui est ambiguë, mais les deux correspondent au même langage. Okay. Donc, on peut vouloir
la désambiguïser. Et il existe des langages pour lesquels il y a des grammaires qui reconnaissent, des grammaires contexte qui reconnaissent ce langage, mais parmi l'ensemble des grammaires qui reconnaissent ce langage, aucune d'elles n'est non ambiguë. Je vous donnerai peut-être un exemple plus tard. Un autre souci, c'est que ce n'est pas décidable de savoir si... donc on peut trouver un exemple qui nous montre que la grammaire est ambiguë, mais il n'existe aucune procédure décidable qui permet de construire une grammaire non ambiguë équivalente. Donc, si je vous donne une grammaire et qu'elle est ambiguë, peut-être que c'est le langage en lui-même qui est ambigu, mais vous n'avez pas vraiment le moyen de le savoir. Peut-être que vous avez une bonne intuition que le langage n'est pas ambigu, mais vous n'avez aucun moyen de dériver automatiquement une meilleure grammaire pour lui. Et ça, c'est quand même une grande limite à la décidabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour changer notre grammaire là, des opérations, des expressions arithmétiques? Voilà une autre grammaire. Donc, au lieu d'avoir E qui me donne E plus E, là j'écris dans cette grammaire une expression, ça peut être une addition entre une expression et un F. Et un F, c'est quoi? C'est une constante, donc un entier ou bien une expression entre parenthèses, ou c'est le premier membre d'une séquence de multiplication. Okay. Donc, voilà, au lieu d'avoir un seul long terminal, maintenant j'en ai deux, enfin j'en ai trois, pardon. J'ai E, F et T. Et quelle est l'intuition ici? C'est que dans un E, vous pouvez avoir que des additions. D'accord? Donc si quelque part vous avez besoin d'une multiplication, il faut passer par un F, et donc on va traiter les signes multipliés avant les signes addition. Alors, on n'a pas encore de moyen de le montrer ici, mais cette grammaire-là, elle reconnaît exactement le même langage d'expression que la grammaire ambiguë qu'on vient juste de voir. Voilà. La grammaire avec juste le nom terminal E. Elle me permet de faire toutes les compositions de plus ou de fois. Par contre, dans cette grammaire-là, je ne peux pas... imaginons que je veuille dériver 1 plus 2 fois 3. Donc, je vais partir avec mon axiome E. Si je veux faire une dérivation qui commence par un plus, pardon. Si je veux faire une dérivation qui commence par un fois, vous voyez, là, ce n'est pas possible. Attendez. Si je veux faire donc une dérivation pour 1 plus 2 fois 3, en partant de E, qui commence par un fois. Alors, ce n'est pas possible directement. La seule possibilité que j'ai, c'est de dire je commence par un F. Parce que le F ici, il a le fois. Donc il faudrait que je fasse quelque chose comme ça. Le fois, un F et un T. Ça voudrait dire que ce F-là, il devrait matcher 1 plus 2.
et que ce t-là, il devrait matcher 3. Alors, un t qui match 3, ça c'est possible, puisqu'on a cette règle. Est-ce qu'on peut matcher 1 plus 2 avec f? Ben, non, parce que 1 plus 2, ce n'est pas un nombre. Ce n'est pas une expression entre parenthèses. Ce n'est pas quelque chose qui contient un fois. Donc, il n'y a aucun arbre de dérivation dans ma grammaire ici qui me mette le fois comme premier symbole. C'est clair? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien une grammaire qui représente exactement le même langage d'expression. Et on peut montrer qu'elle, par contre, elle est non ambiguë. C'est-à-dire que pour chaque mot accepté par la grammaire, il n'y a qu'un seul arbre de dérivation. Alors, c'est quoi le théorème à la base central ici? C'est en fait que pour qu'une grammaire algébrique, donc hors contexte, soit non ambiguë, il suffit de montrer qu'il y a un seul moyen de faire, il y a une seule dérivation qui soit leftmost top-down. Donc si vous faites toujours une réduction en prenant la variable qui est la plus à gauche, quel que soit l'ordre dans lequel vous appliquez quelles que soient les règles que vous choisissez d'appliquer, si vous arrivez à faire votre arbre de dérivation jusqu'au bout et à accepter le mot, si vous n'avez qu'un seul moyen de générer un arbre de dérivation, et ben à ce moment-là, votre grammaire est nécessairement non ambiguë. Donc ça nous donne une intuition que cette définition leftmost top-down, c'est la plus représentative. Et alors c'est finalement assez naturel, parce que ça veut dire qu'on essaye de lire le mot, de le comprendre, en le lisant de gauche à droite. Okay, donc en consommant de gauche à droite, en interprétant le mot de gauche à droite. Par contre, contrairement aux automates, on ne lit pas caractère par caractère, on fait ça règle par règle, et il se peut qu'en ayant appliqué une règle, notre arbre de dérivation bloque. Donc ça ne veut pas dire que le mot n'est pas accepté, quelque part, qu'il n'est pas dans le langage. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on backtrack jusqu'à la dernière règle qu'on a appliquée et qu'on en essaye peut-être une autre. C'est quoi le corollaire de ce théorème? Donc le théorème en lui-même ne va pas vous servir dans la vie de tous les jours, mais c'est son corollaire qui est intéressant. Si vous êtes capable de me générer, vous avez un langage. Ce langage n'est pas régulier, vous avez besoin de grammaire. Par exemple, c'est un langage qui contient des parenthèses. Vous arrivez à me fournir une grammaire qui est non ambiguë. Le corollaire de ce théorème, c'est que je vais savoir tester facilement si un mot est accepté par cette grammaire. Et la possibilité, ça va être de construire un arbre de dérivation leftmost. Donc on a répondu à la question, est-ce que c'est possible? Donc c'est possible quand la grammaire est non ambiguë. On va avoir une procédure qui est simple. C'est quoi les langages algébriques? Donc on va montrer que si on prend l'ensemble des langages algébriques, ils vont contenir les langages réguliers et ils en contiennent d'autres.
On a vu, oui, qu'il contenait tous les mots bien parenthésés. Donc, le langage des mots bien parenthésés, c'est un élément qui est dans l'ensemble des langages CFG, mais qui n'est pas un langage régulier. Alors, je vais vous sauter la description d'un parseur générique pour parler un peu d'hiérarchie. Ça, c'est une notion qui est due à Chomsky, que vous avez peut-être dû croiser si vous lisez le journal, qui est un intellectuel américain qui a écrit des choses très intéressantes. C'est un linguiste qui a travaillé donc, sur la notion de grammaire et qui est toujours vivant. Chomsky, il a proposé une classification des grammaires selon leur forme. Donc on a vu que donc nous, jusqu'à présent, là, on regardait les grammaires hors contexte, donc qui sont de la forme X donne gamma. Okay. On a vu que les automates, c'était des grammaires dans lesquelles on avait des choses de la forme dans laquelle gamma, en gros, c'est un A suivi d'une variable ou lambda. Et donc, je vous ai dit, il y a des grammaires contextuelles dans lesquelles on a aussi le droit d'écrire un mot, gamma donne gamma prime. Alors, selon la forme des règles de production, on a une hiérarchie. Donc, la hiérarchie, le type 0, c'est de dire j'ai aucune contrainte. J'ai des règles de production dans lesquelles je peux avoir n'importe quel mot à gauche et n'importe quel mot à droite. Donc ici, j'ai le droit d'avoir, par exemple, XX donne AY et XBX donne BZ. Alors ça donne une classe de langage qu'on appelle récursivement énumérable. C'est en gros l'ensemble de tous les langages pour lesquels il existe un programme, une machine de Turing, qui permet de l'accepter. La plupart des problèmes là-dessus sont indécidables. Alors, première restriction, on va dire, ok, qu'est-ce qui se passe si jamais vous forcez la partie droite à ne jamais être nulle? Donc, quand vous avez une règle de production, ici on a gamma qui peut être lambda. Qu'est-ce qui se passe si à chaque fois qu'on utilise une règle de réduction, on est obligé de consommer quelque chose dans le mot, de produire quelque chose? On appelle des contraintes souples, douces, pour la partie droite des productions. Alors on a quelque chose qui est un peu moins complexe que le type 0, mais pour lequel la plupart des problèmes aussi sont indécidables. Mais ce genre de grammaire, elles ont un intérêt en linguistique. Le type... un exemple de choses qu'on peut générer avec une grammaire de type 1. Voilà, dans cette grammaire, voilà, j'utilise un mot à gauche. Donc quand j'ai un A, je peux prendre un B qui est à droite et il doit être à gauche. Voilà, dans le résultat. Alors qu'est-ce qu'elle génère, cette grammaire-là? Si on regarde, on peut générer le mot ABC, ou on peut générer le mot avec A et puis un A juste après. Okay. Et donc, quand j'ai un B à droite, je peux switcher. Et ça va me donner ici l'occurrence de AC. Et AC, ça me crée un nouveau B et ça me duplique C. Donc, je vais avoir 2B et 2C. Et comme j'ai un B à droite d'un B, je peux le switcher. Et ça va me créer 2A, 2B et 2C.
Et je peux continuer. Donc, en gros, vous allez voir que ça va vous permettre de faire ce mot-là. Voilà, des mots dans lesquels on a autant de A que de B que de C. Et on a un moyen de prouver que ce langage-là, il n'est pas régulier, c'est assez simple, et qu'il n'est pas contexte-free. Les types 2, c'est les grammaires dont on a parlé jusqu'à présent, les grammaires algébriques. Alors, elles ont une contrainte forte qui est qu'on a le droit d'utiliser que des variables à gauche. Okay. Alors pour celle-là, il y a plusieurs problèmes qui deviennent décidables. Par exemple, est-ce que la grammaire est vide? Voilà. Il y a beaucoup de problèmes qui restent indécidables. Par exemple, est-ce que deux grammaires sont équivalentes? Et par contre, il existe un moyen, donc une machine qui permet d'implémenter ces grammaires. Et c'est donc les automates à piles, dont on parlera la fois prochaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de grammaire hors contexte? Et en gros, qu'on parlait de grammaire contextuelle. Mais vous voyez que si jamais vous avez une dérivation depuis un axiome, vous allez générer un mot qui contient peut-être des variables. Okay. Mais comme vos productions, elles commencent toujours par une variable, le mot que j'ai le droit de générer ici, okay, je vais avoir quelque chose qui va être de la forme A, B, W, C, W', D. Si je pars de cette réduction, on voit que le mot que j'arrive à générer, accepter, là, qui se trouve ici, il ne dépend pas du tout de l'endroit dans lequel il se trouve dans le mot accepté. Il ne dépend pas du contexte dans lequel il a été généré par dérivation. C'est pour ça qu'on parle de hors contexte. Le langage accepté par alpha suivi de bêta, c'est exactement les mots qu'on peut générer à partir de alpha, collés à un mot qu'on peut générer de bêta. Et vous voyez, ça, ce n'est pas vrai pour les grammaires contextuelles. C'est pas parce que je ne peux pas reconnaître le mot ABC, ABC. Bon, donc on voit bien, même si j'ai qu'une seule variable, c'est pas le mot ABC est accepté, mais par contre A, ABC, BC n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règle qui me permette de dériver juste à partir de A. C'est toujours A avec quelque chose à côté. Donc ça, c'est la raison du qualificatif de contexte et de hors contexte. Et pour terminer, les types 3, c'est les automates. C'est toutes les grammaires qui contiennent que des productions de la forme une variable donne une lettre suivie d'une variable. Et ça, on a vu que y a toute une théorie et plein de problèmes qui sont décidables. Alors, je voudrais, avant de continuer, peut-être faire un petit exemple. On va plutôt parler de réécriture de grammaire, excusez-moi, et après je vous ferai un petit exemple. Donc de la même manière qu'on peut simplifier un automate, on va pouvoir simplifier une grammaire et on va pouvoir modifier une grammaire pas à pas en utilisant des règles algébriques.
Donc, pour le reste, qu'est-ce que je dis quand j'ai une grammaire qui contient plusieurs définitions, plusieurs productions pour la même variable, pour simplifier, j'accepte de l'écrire soit avec un plus, soit avec une barre. Voilà. Donc c'est x donne alpha ou bêta. Okay. Donc ça va juste être un sucre syntaxique qui va me permettre de regrouper toutes les productions qui correspondent à la même variable. Je vais vous présenter trois grands types de réécriture possible d'une grammaire. Alors la première, elle est simple, c'est substitution. Elle dit quoi? Elle dit que si j'ai une règle, ici j'ai une règle de production pour S qui contient une occurrence de X, okay. Ben, j'ai le droit de substituer dans cette règle X par l'ensemble de ces productions. On a vu un X, ça peut être un YA ou un lambda. Donc un S, ça peut être un AYA ou un A lambda, c'est A, ou un C. D'accord? Donc qu'est-ce que je dis? Je dis que S, ça peut être A. Ouais, une question? Ah, non, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Et ça, c'est la même chose en utilisant une distribution A, Y, A ou A lambda, c'est A ou C. Okay. Donc c'est simple, c'est interpréter en gros la flèche comme une égalité et la substitution, bah, c'est remplacer une variable par sa définition. C'est assez simple aussi de voir que cette transformation-là, donc là j'ai une grammaire, hein, G1, là j'ai une grammaire qui est différente, parce qu'elle n'a pas les mêmes productions, mais c'est assez simple de voir que G2 et G1, ils reconnaissent le même langage, ils sont équivalents. Je n'ai pas perdu la possibilité de reconnaître des mots, ou je n'ai pas gagné la possibilité de reconnaître des nouveaux mots en faisant ça. Alors, est-ce que cette transformation, elle m'aide? Ben, là, elle m'aide parce que vous voyez dans la nouvelle grammaire que j'ai plus de x. Okay. Donc j'ai une grammaire qui est plus simple. Et en plus, j'ai une grammaire dans laquelle je n'ai pas de variable au début. Donc peut-être que cette grammaire-là, elle a moins de chances d'être ambiguë que celle-là. Donc la substitution, elle peut aider. Donc, première règle, première transformation, la substitution. Alors une règle un peu stupide, la simplification. Elle dit quoi la simplification? Ben, elle dit avec un S, je peux générer des mots. Donc si je regarde les mots que je peux générer par dérivation à partir de l'axiome, okay, ben, ils peuvent contenir des Y. Les Y, ils peuvent contenir des S. Okay. Donc ici, gamma, il ne contiendra jamais la variable X, puisque une dérivation depuis S ne contiendra jamais de X. Donc, je peux très bien m'en débarrasser. Okay. Pareil, j'avais une grammaire à gauche. J'ai une nouvelle grammaire qui est différente parce qu'elle a moins de production, mais elles sont équivalentes. Donc ça, c'est juste une sorte de garbage collection, on va dire, de production. Ben, si on regarde, c'est un peu ce qui se passait ici. Une fois qu'on a fait la substitution, ben, on pouvait se débarrasser de X. On pouvait le simplifier. La factorisation, elle dit quoi? Bah, ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait vu quand on faisait l'M d'Ardennes, finalement. J'ai quelque chose de la forme alpha A ou alpha B. Bah, ça peut s'écrire alpha de
A. On va mettre un plus. Excusez-moi, je pense que M. Pantel, il utilise souvent la barre pour le OU. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser le plus parce que c'est associatif, commutatif. OK, ben alors on n'a qu'à appeler ça Y. Ben, on voit que ma grammaire maintenant, c'est de dire un X, c'est un alpha suivi de Y, et Y, c'est A ou B. Et alors maintenant, la règle qui est la plus complexe, mais qu'on peut justifier de manière intuitive, ça va être l'élimination de la récursion. Alors, c'est quoi une récursion? Ben, imaginez que vous ayez une production de cette forme-là. En gros, elle vous dit quand j'ai un X, ben, je vais essayer de reconnaître un X avec un A à la fin. Ben, vous voyez que si vous essayez de reconnaître un certain mot, ben, vous allez essayer de reconnaître le X là-dedans. Donc, vous allez continuer à essayer de reconnaître le X. Donc, il y a des chances que vous rentriez dans une sorte de boucle. Okay. Donc, la récursion gauche, qu'on appelle, c'est souvent un signe que la grammaire est mal écrite. Et donc, on veut vouloir, c'est un risque d'ambiguïté, donc on veut s'en débarrasser. Alors, quand est-ce qu'on a ce genre de situation? Ben, soit on a des règles un peu stupides de cette forme-là, mais ça peut être aussi apparaître de manière indirecte. Vous avez une règle qui vous dit qu'un X, c'est un Y, mais un Y, c'est quoi? C'est quelque chose qui commence par X. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on élimine la récursion? Ben, si vous avez, donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par mettre toutes les productions avec un X au début ensemble. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que X, c'est X en factorisant alpha 1 ou alpha k. Alors ça, on va appeler ça alpha. Ou ça peut être des choses qui ne commencent pas par X. Okay, on va appeler ça bêta. Alors, imaginons que vous ayez en gros quelque chose qui vous dise X, c'est un X alpha ou c'est un bêta. Si jamais vous vous amusez à substituer, vous voyez que ça vous dit que X, ça peut être X alpha plus bêta, ou bêta, suivi par alpha ou bêta. Et ça, si on distribue, ça me donne X alpha alpha ou bêta alpha ou bêta. Maintenant, je peux substituer ici encore le X par sa valeur. Donc ça va me donner X alpha 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 ou bêta alpha alpha. Vous voyez qu'on peut continuer comme ça. Et on va avoir des choses de la forme donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'un mot engendré à partir de X, il va toujours commencer par un mot engendré par bêta. Donc c'est ici bêta. Suivi par une séquence non bornée ou peut-être vide de choses qui matchent en des alphas. D'accord? Alors ça, si on avait le droit aux expressions régulières, ça serait bêta alpha étoile.
Ben, la règle de l'élimination de la récursion va vous dire ça exactement. Je vais vouloir remplacer une grammaire où j'ai une récursion sur x par une grammaire qui est équivalente et qui me dit bien que les x, ils sont de la forme bêta alpha étoile. Alors, on va introduire un nouveau non terminal, y, une variable nouvelle, fraîche. Donc, on va écrire y, vous voyez, c'est alpha 1y ou alpha ky ou lambda. C'est simple de voir que y, c'est bien une séquence, c'est un alpha étoile. Et donc le x, c'est bien un bêta suivi d'une séquence de alpha i. Peut-être vide. Donc là, j'ai une grammaire G1 qui a des chances d'être ambiguë, mais qui a une récursion. Je la transforme en nouvelle grammaire G2 qui a une récursion en moins. Il n'y a plus de récursion sur la variable x, qui est équivalente. On reconnaît les mêmes mots. Okay, x, c'est de la forme bêta alpha étoile. Et qui a, elle, des chances de ne pas être ambiguë. Alors, voilà l'exemple. On va prendre l'exemple des grammaires, de la grammaire qui reconnaît tout ce qui est de la forme N1 plus Nk. Donc ça, c'est une grammaire de type 2, parce qu'on a bien quelque chose de la forme E flèche alpha, où alpha, c'est un mot qui contient plusieurs occurrences de variables, qui ne commence pas par une constante. Donc, voilà. Donc, si on regarde la notation de tout à l'heure, plus E, ben, ça serait mon bêta 1. Et N, pardon, ça serait mon alpha 1. Et N, ça serait mon bêta 1. Si on revient ici, alpha, c'est ce qui apparaît à droite de la variable. Et bêta, c'est un terme qui ne commence pas par x. Là, j'ai un alpha, j'ai un bêta. Donc, je sais en gros que mon E, c'est quelque chose de la forme N, suivi par plus E, une répétition de plus E. Ouais. Voilà. Ben, cette remarque, enfin cette situation, elle est reconnue de manière automatique par l'élimination de la récursion. Donc de manière automatique, là j'ai alpha 1 et bêta 1. J'introduis une nouvelle variable, y. Y, ça va être de la forme alpha 1y ou lambda. Là c'est alpha 1. Et E, maintenant, il est remplacé par bêta suivi de y. Alors, vous voyez ici, on n'est pas très très loin d'une grammaire de type 3. Parce que finalement, voilà, on a bien des règles de production de la forme constante suivie d'une variable, sauf qu'ici, on a EY.